Bonsoir à tous. Cette semaine, Église du Monde porte son regard sur le Brésil, pays d'environ 200 millions d'habitants. Le Brésil qui traverse une crise politique majeure après la destitution de la présidente Dilma Rousseff, crise également économique et sociale du plus grand pays d'Amérique latine qui voit sa croissance stagner et les inégalités se creuser. Une situation générale qui préoccupe l'Église catholique du Brésil, nous en parlerons. Alors comment ce pays en est-il arrivé là ? Quelle issue possible ? Quelle piste possible ? Eh bien, pour tenter d'y voir un petit peu plus clair, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Yvonne Belaoundé. Bonjour. Bonjour. Merci de nous retrouver. Vous êtes chargée de mission sur le Brésil au CCFD Terre Solidaire. Le CCFD travaille avec des partenaires locaux et le cœur de mission, c'est le travail auprès du monde rural au Brésil. Alors, c'est vraiment le travail auprès du monde rural est historiquement très important au CCFD. Nous avons toujours accompagné les populations paysannes et les agriculteurs familiaux. Cela dit, nous travaillons sur beaucoup d'autres fronts, des questions aussi d'économie sociale et solidaire, de justice, de redistribution de la richesse, de construction démocratique de la société. Et notre cœur de métier, c'est l'accompagnement, le renforcement des organisations de la société civile pour qu'elles puissent elles-mêmes se prendre en charge et transformer profondément la société de l'intérieur, avec beaucoup de démarches d'éducation populaire, par exemple. On y reviendra. Alors, vous étiez venu déjà sur ce plateau il y a 2 ans, c'était à la veille de la Coupe du Monde de foot 2014. Bientôt, là, ça va être les JO d'été, à Rio, au mois d'août. On voit un petit peu d'un côté un Brésil qui brille avec de grands événements mondiaux, Coupe du Monde, JO, les JMJ en 2013, et puis d'autres, la facette peut-être plus sombre de ce pays qui s'enlise dans une crise. Il y a comme une espèce de paradoxe. Comment vous l'expliquez, cette situation-là ? Est-ce que le Brésil veut montrer une belle image vis-à-vis de la communauté internationale et sur le plan intérieur, c'est moins évident ? Ah oui, bien sûr, le Brésil souhaiterait montrer la meilleure des images, c'est clair. Ce qu'il faut voir, c'est que le Brésil a connu des années d'euphorie, de croissance, d'optimisme pendant... C'était les années Lula, ça ? Alors, c'était les années Lula, c'était toute la première partie, finalement, des années 2000. Lula a été élu en 2003, il a laissé la place après à la présidente Dilma Rousseff, toujours le Parti des travailleurs, le PT, qui est porté par une large frange populaire du pays, le mouvement social, les organisations de la société civile, et puis une partie aussi des petites classes moyennes dans tout le pays. Ce qui s'est passé, c'est que, pour des tas de raisons qui sont liées aussi au contexte mondial, le Brésil connaît depuis quelques années d'abord une désaccélération de sa croissance, et puis depuis à peu près 16 mois maintenant, une croissance négative. 2015 a fermé à moins 2,8 de croissance du PIB. Donc du coup, cela a créé une situation d'étranglement de l'économie, une économie qui est très centrée sur la production de matières premières à faible valeur ajoutée, qui dépendent des fluctuations des marchés internationaux. Or, dans les marchés internationaux, on a vu les matières premières chuter parfois de 50% de leur valeur. Ça veut dire moins de rentrées. Et une économie qui n'a pas misé sur la modernisation de son industrie. Donc, il y a une ambiance aujourd'hui de stagnation, de récession, d'inquiétude. Le chômage augmente, le travail diminue, les exportations baissent et la rémunération des exportations diminue. Donc, il y a tout un secteur qui a le leadership de l'économie qui s'est insurgé contre le gouvernement très social de Dilma Rousseff. Est-ce que vous avez perçu ce climat-là, cette différence par rapport à votre voyage précédent, ce contexte d'inquiétude, d'une certaine forme de stagnation ? Vous l'avez vu, vous, concrètement ? Alors, très clairement, on a vu ces dernières années l'apparition d'inquiétudes très fortes. Vous l'avez vu avec vos partenaires aussi ? Alors, on l'a vu avec nos partenaires, notamment parce que nos partenaires partagent tous une stratégie. Ils disent qu'il faut travailler sur le terrain avec les gens, mais il faut aussi travailler en dialogue avec le gouvernement pour pousser le gouvernement à développer des politiques publiques fines
qui permettent de mettre en place des instruments pour que les plus pauvres s'en sortent mieux. Alors nos partenaires, évidemment, ce sont des organisations qui travaillent avec les populations les plus pauvres, que ce soit des petits paysans, des agriculteurs familiaux modestes, que ce soit des acteurs de la zone périphérique des grandes villes, ce sont des gens très pauvres. Et l'idée, c'est toujours d'aider à mettre en place des politiques publiques qui les aident. Je vous donne un exemple. Une politique publique qui a eu un impact énorme sur les petits producteurs familiaux. C'est une politique qui dit que dans chaque municipalité, c'est-à-dire dans chaque commune, le secteur public est obligé d'allouer 30% des quotas des marchés locaux en matière d'achat de nourriture pour les écoles, pour les hôpitaux, pour les maisons de retraite, etc. 30% des aliments doivent être achetés aux petits agriculteurs locaux. Ça leur a ouvert un marché stable. Ça révolutionne la vie de ces producteurs. Ce n'est qu'un tout petit exemple. Donc ça, c'est concret, voilà, c'est efficace. Beaucoup de municipalités, par exemple, qui travaillent avec le mouvement agroécologique, ont mis en place des banques de semences rétroalimentées par les paysans eux-mêmes, dans lesquelles il y a toujours des stocks de semences qui protègent les agriculteurs en cas de grande sécheresse, par exemple, lorsqu'ils n'ont pas de stock de semences, et leur permettent de ne pas dépendre de crédits qui les ruineraient. Par exemple, ce sont des petites choses, et ces politiques publiques se retrouvent dans le secteur social sur beaucoup de thèmes. Par exemple, législation qui protège aujourd'hui les femmes sur des questions de violence domestique. Elles ont été largement portées par des organisations de la société civile qui travaillaient en accompagnement de femmes qui souffraient de violences domestiques. D'accord. Donc on voit bien dans ce que vous nous dites qu'il y a beaucoup de projets intéressants qui sont vraiment sur des causes particulières, qui ont des effets positifs, mais il reste encore énormément de choses à faire. Il reste énormément de choses à faire. C'est quoi les grands enjeux, les grands défis aujourd'hui alors ? Surtout, cette situation de récession économique a coïncidé et a été exploitée par des secteurs de la population liés notamment aux grands médias et qui ont alimenté une situation de brouillage et de confusion de la population, ont alimenté des insatisfactions qui étaient là, qui étaient présentes, ce qui fait qu'ils les ont nourris. Et aujourd'hui, le Brésil est convulsionné, il est très polarisé. Sur quoi ? Alors, la question économique, moi ce que je pense, c'est que la ligne de fracture politique se trouve sur la position face aux politiques de redistribution sociale du gouvernement. C'est là que le gouvernement a fait le choix de construire, le gouvernement du PT, de construire un Brésil d'inclusion, c'est-à-dire d'avoir des politiques de redistribution de richesses actives. Alors, il y a eu bien sûr des quantités d'outils qui ont été mis en place pour lutter contre la faim, la fameuse Bolsa Família, qui est une bourse d'allocation donnée aux familles aux mamans, aux mères de famille qui ont des enfants scolarisés et qui s'engagent à les envoyer à l'école et à les envoyer chez le médecin, par exemple. Mais il y a eu surtout une grande décision économique extrêmement coûteuse du gouvernement, mais qui a sorti 20 millions de personnes de la faim, de l'extrême pauvreté. C'est la décision d'augmenter le SMIC et d'indexer, de mettre en place une retraite universelle indexée sur ce nouveau SMIC, qui doublait le SMIC antérieur. Alors, c'était l'équivalent à peu près de 200 € par mois. Ce n'est pas énorme pour nous. Pour un Brésilien pauvre, c'est énorme dans un pays qui devient de plus en plus cher. Donc, augmenter le SMIC, mettre en place une retraite universelle urbaine et rurale, même pour des gens qui n'avaient jamais cotisé, et mettre en place une sécurité sociale universelle. C'était des décisions coûteuses qui ont eu un impact direct sur la qualité de vie d'une grande partie de la population et qui ont accompagné la sortie de l'extrême pauvreté de 20 millions de Brésiliens. Ce que vous nous dites, si je comprends bien, c'est qu'en tout cas, ces éléments, cette politique sociale, donc elle a coûté cher, mais elle a été quand même assez effective. Aujourd'hui, le gouvernement, il a serré les boulons sur la politique sociale. Alors, on a réduit la voilure ? Tout à fait. Alors, on voyait déjà courant 2015 que des décisions de coupe budgétaire ont dû être effectuées parce que la récession et les difficultés économiques faisaient qu'il y avait moins de budget disponible. Et puis après, maintenant, il y a eu les secteurs leaders de l'économie,
toutes ces fédérations de grands acteurs de l'industrie, de l'agriculture industrielle, du secteur des exportations, du secteur bancaire, finalement ont durci le ton en utilisant leur alliance avec les médias pour fragiliser la position du gouvernement. Ils font partie d'une large coalition qui est extrêmement présente au Parlement brésilien, et ils ont mis en place une manœuvre pour arriver à la prise de décision par le Parlement de la destitution de Dilma Rousseff, qui a été mise à l'écart pour 180 jours et qui pourrait être destituée. On en vient justement à cette crise. On en a beaucoup parlé ici, dans les médias en France. Crise politique majeure, destitution de Dilma Rousseff. Dites-moi un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Vous parliez de cette coalition. Voilà, concrètement, qu'est-ce qu'on lui reprochait? On a parlé de comptes publics dans lesquels elle aurait puisé. Dites-nous un petit peu, qu'on y voit un peu clair. Un élément de contexte. Le Brésil a un problème historique et endémique de culture de la corruption. Voilà. À tous les échelons. À tous les échelons, c'est un problème très ancien. Le Parti des travailleurs... Donc elle n'a pas échappé à ça? Non seulement le Parti des travailleurs n'a pas échappé à ça, mais... Elle-même, personnellement? Alors, nous allons y venir. Le parti, finalement, s'est inscrit dans le panorama politique qui existait et n'a pas réformé, n'est pas allé jusqu'au bout de réforme de cette corruption. Il y a donc eu des niveaux de corruption et des personnes qui sont impliquées aujourd'hui dans des affaires de corruption. Il y a aussi un phénomène, c'est que avec la présidence du Parti des travailleurs, le secteur judiciaire a acquis une grande liberté d'enquête et de recherche. Dans ce cadre-là, depuis quelques années, il y a une série de scandales qui ont été étudiés et mis en lumière. D'accord, notamment Petrobras. Alors, notamment Petrobras, mais c'est une opération qui dépasse Petrobras. Il y a aujourd'hui un millier d'hommes politiques, enfin de personnalités politiques qui sont sous enquête ou en procès pour des questions de corruption. Sur les 500 parlementaires, il y en a 317 qui sont sous enquête. C'est dire l'ampleur de ce phénomène de corruption. Alors, sous enquête, certains au procès, certains ont reçu des sanctions, d'autres sont simplement sous enquête. Mais les affaires de corruption sont extrêmement larges. L'une des les plus graves affaires a touché effectivement la Compagnie nationale des pétroles, Petrobras, dans laquelle sont impliquées des quantités d'hommes politiques, mais aussi des entreprises, des hommes d'affaires. C'est tout le monde économique et politique du pays qui est impliqué. Donc c'est extrêmement grave. Il y a certains aspects qui touchent des personnalités du PT. Cela dit, tous les partis sont touchés. D'accord. C'est une grande opération que l'on appelle le lavajato, un peu le lavage express. Toutes les personnalités, tous les partis, tous les secteurs sont touchés. Et il faut savoir que la présidente Dilma Rousseff, elle, n'est accusée de rien. Il n'y a aucun soupçon de corruption sur elle. Mais, en 2013, l'année précédant les élections présidentielles de 2014, elle a eu recours à un stratagème qui est tout à fait comptable, critiqué, qui est un stratagème comptable. Les Brésiliens appellent ça pedaladas fiscales, des coups de pédale fiscales. En gros, elle a autorisé l'augmentation de budget de redistribution sociale. Donc des allocations, je crois que c'était des allocations c'était des allocations et des retraites agricoles qui ont été un peu dépassées. Et l'argent qui restait en caisse à la fin de 2013 ne permettait pas de couvrir les fonds sans terminer l'année en déficit. Or, avant une année électorale, ce n'était pas tout à fait intéressant du point de vue politique pour le parti. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retardé les paiements. Ils ont demandé aux banques d'assurer les paiements de ces retraites et de ces allocations.
Et au lieu de les payer au dernier trimestre de l'année, les transferts de fonds ont été faits au premier trimestre de l'année suivante, ce qui a permis de terminer l'année en équilibre. C'est une manœuvre qui avait été mise en place pour la première fois par le président Fernando Henrique Cardoso à la fin des années 80, pour lequel il existait une procédure. Et c'était quelque chose qui est utilisé fréquemment par des gouvernements des États fédérés du Brésil, sans que personne n'y voie à redire. Cela dit, c'est une manœuvre d'embellissement des comptes. Voilà. D'accord. Très glorieuse. Donc pour la première fois, on met le doigt dessus. On met le doigt dessus. Alors que c'était une pratique courante. Voilà. Alors on met le doigt dessus, sans doute, parce qu'il y a une volonté de se servir des fragilités de Dilma Rousseff, qui n'en avait pas beaucoup, parce qu'elle est honnête. Voilà. Et alors, pour le moment, il n'y a aucun chef d'accusation contre elle. Et le Parlement, qui lui est largement anti-Dilma Rousseff, pour des raisons plus politiques qu'autre chose, a voté les différentes étapes de la révocation. On l'a accusé d'atteinte à la Constitution, de crime de responsabilité. Voilà. Affaire à suivre dans ces 3 mois qui viennent. Alors, il y a 180 jours d'attente, donc ce sera le 17 novembre qu'on saura si elle est définitivement écartée du pouvoir ou pas. Alors, les pro-PT parlent de coup d'État, les anti-PT parlent de impeachment, c'est-à-dire de procédure de destitution ou de révocation. Voilà, il y a de larges débats juridiques. C'est vrai que les procédures ont été appliquées. Après, est-ce que cette manœuvre est vraiment démocratique ou pas ? La question est posée au peuple brésilien et puis au reste du monde. En tout cas, cette situation, elle a préoccupé l'Église, l'Église catholique, qui a publié un communiqué. C'était le 15 avril, la conférence nationale des évêques du Brésil. Dites-nous un petit peu, que dit-elle ? Alors, juste à ce moment-là, la conférence des évêques brésilienne a tenu sa 54e assemblée. Donc évidemment, c'était avant la destitution. C'était juste les jours avant. C'était juste quelques jours avant, au moment où la demande a été déposée auprès de la Chambre des députés. Et donc, ils ont suivi de près la question. Il faut savoir que l'Église brésilienne est aussi diverse, aussi hétérogène et aussi divisée que l'ensemble de la société brésilienne. C'est-à-dire, vous avez parmi les évêques des évêques, 300. Voilà, il y en a environ 300. Vous en avez quelques-uns qui sont extrêmement sociaux, si vous voulez, et qui étaient historiquement liés à la lutte. Alors, c'était l'Église des pauvres, la lutte pour une certaine justice, la redistribution sociale. Ils voyaient d'un très bon œil la mise en place de politiques de redistribution des richesses vis-à-vis des plus pauvres. Très bien. Et puis, il y a un autre secteur qui, lui, est plutôt lié à un Brésil plus classique, lié à la sensibilité des classes moyennes aisées ou des secteurs les plus riches de la société qui, eux, sont très inquiets de ce qu'ils perçoivent comme des avancées de communisme dans la société. Enfin, ils utilisent le mot parfois communisme, mais il y a certains secteurs radicaux et qui, surtout, disent vous faites pâtir les petites classes moyennes en redistribuant vers les plus pauvres, etc. Ce qui sont des arguments, d'ailleurs, tout à fait contestables. Mais l'Église est divisée en elle-même. Donc, que fait le secrétariat exécutif et que fait le corpus central de cette conférence des évêques ? Elle essaye de dire, appelons à l'apaisement des esprits, parce que le Brésil est aujourd'hui très polarisé. Les débats sur les réseaux sociaux font rage, et très souvent font rage dans quelque chose qui pourrait ressembler à de l'incitation à la haine. Les médias, il faut calmer le jeu. L'opinion. Il faut calmer l'opinion, il faut analyser les choses, poser un diagnostic, se poser les questions de fond sur l'équilibre du Brésil, sur la justice sociale et sur le respect des procédure démocratique. L'Église a encore le souvenir de la période de la dictature. Qui a pris fin au milieu des années 80. Voilà, 1964-1984, période très très difficile, très violente. Et donc un appel à l'équilibre, au respect de la démocratie, au respect du jeu politique. Il appelle les médias aussi à une information sereine qui donne des éléments d'analyse. Et puis, finalement, voilà, un appel à la justice et à l'équilibre sans prendre un parti pour telle et telle faction, mais disant le jeu politique démocratique se doit d'avoir une saine interaction entre les différentes opinions. L'Église, elle est entendue
sur ce débat-là en particulier. Sa voix porte. La voix porte. Moi, je pense que dans la mesure où un communiqué est retransmis et relayé dans les diocèses, dans les paroisses, dans les médias, il porte jusqu'à un certain point. Après, les secteurs les plus enragés ou les plus passionnés en ce moment n'écouteront peut-être pas. Il faut savoir aussi que l'Église catholique souffre d'une érosion rapide, enfin relativement rapide, face aux évangéliques. Il y a alors une multitude d'églises que l'on appelle les évangélicos, mais qui représentent des quantités de petites églises, parfois des sectes de nature très très différente, souvent portées par les théologies de la prospérité qui voient, alors ce sont des théologies qui voient dans la richesse matérielle la bénédiction de Dieu, et donc dans la pauvreté la malédiction de Dieu, ou la perte de mérite face à Dieu, ce qui est extrêmement problématique aussi. Ces églises apportent souvent un réconfort immédiat, une sensation de communauté, une quête de salut immédiat. Elles grandissent, elles attirent beaucoup de monde. Et elles font partie de la coalition très conservatrice qui est en train de monter, de prendre le pouvoir. Donc l'Église catholique reste très prudente, appelle à la réflexion, appelle à la paix. Elle sera sans doute écoutée par une partie de la population, sachant que 80% des Brésiliens se réclament quand même aujourd'hui toujours de l'Église catholique. D'accord. Un phénomène aussi qui touche le pays de manière assez endémique, c'est la violence urbaine. Les assassinats sont la principale cause de décès chez les moins de 25 ans. Dans les quartiers les plus pauvres des grandes villes, des prêtres, des religieux et des laïcs sont engagés dans l'action sociale. Un exemple avec le père Xavier Bizard, ce missionnaire français membre de la communauté de l'Emmanuel, nous parle de la situation dans sa paroisse située en périphérie de Salvador de Bahia, 3e plus grande ville du Brésil. On l'écoute, il était interrogé par Domitil Blanc. Sa caractéristique première est qu'elle est dans un contexte de grande pauvreté, aujourd'hui de plus en plus sociale et d'exclusion. Alors nous sommes confrontés en premier à la pauvreté matérielle, les gens qui n'arrivent pas à avoir de la nourriture tout le mois, et ensuite pauvreté sociale, dans la mesure où se développe ici beaucoup la violence, beaucoup d'assassinats, qui sont liés au trafic de drogue, souvent, mais aussi à l'entourage des gens qui vivent de la drogue, puisqu'on assassine assez facilement un proche pour faire souffrir la personne, pour punir. On tue très facilement. Au Brésil, aujourd'hui, on est à 60 000 morts assassinés. Alors nous, ce qu'on essaie de faire sur la paroisse, où il y a pas mal d'œuvres sociales, c'est la prise en charge d'enfants de la rue. C'est une espèce de soutien scolaire qui vient de ce que, au Brésil, la plupart des écoles sont à mi-temps. Et donc, on a un mi-temps à ne rien faire. Et qui vit dans la rue avec ces jeunes, ces enfants, ces adolescents, ce sont les trafiquants en fait. Les parents de ces enfants, ou bien travaillent, sont absents, ou bien sont absents par manque de compétences, par manque de responsabilisation. Donc on prend ces enfants en charge une demi-journée, et on leur apprend les bonnes manières de vivre ensemble, ce qu'ils n'apprennent pas à la maison. À la maison, on leur apprend à vivre un petit peu à la débrouille un peu. Les mères disent volontiers aux enfants, tu vas me chercher de la nourriture si tu veux manger. Ou bien, si j'avais un couteau, je te tuerais, des expressions comme ça très violentes. Ça fait écho un petit peu avec le travail du CCFD aussi. On perçoit bien ce grand défi d'une culture violente qui imprègne les générations. Oui, cette culture violence était très présente. Il faut savoir que les périphéries des grandes villes brésiliennes se sont nourries d'un exode rural qui s'est déversé sur des villes qui, du coup, ont explosé en 40 ans, sans que rien ne soit prévu pour accueillir ces personnes, qui ont trouvé évidemment des travaux peu rémunérés, qui demandent de passer de très, très longues heures hors de la maison. Donc, c'est souvent des mères de famille, des pères de famille qui ne sont pas présents dans la journée, des enfants qui sont un peu seuls. L'omniprésence du trafic de drogue infiltre tous les secteurs. On peut voir des enfants de 5 ans
qui sont déjà requis pour porter des petits paquets en échange de bonbons. Et puis à 8 ans, ils sont introduits dans la consommation de drogue. À 13 ans, ils sont armés d'un revolver. À 18 ans, évidemment, l'expérience de vie est très limitée. Alors, il y a énormément de choses qui se font, énormément d'éducateurs populaires, d'associations, de religieux, de pas religieux, de secteurs culturels qui sont présents auprès de cette jeunesse. Et il y a quand même un chiffre qui est tout à fait intéressant. Une enquête a été menée il y a 3 ou 4 ans par des sociologues qui ont montré qu'ils se sont intéressés à tous ces adolescents qui ont réussi à vivre toute leur vie, à traverser toute l'adolescence dans une favela, dans un bidonville, sans jamais être pris dans les réseaux de la drogue et de la violence. Et on a remarqué une chose, 100% de ces gamins étaient passés par un groupe quelconque, de sport, de culture, de hip-hop, de rap, de n'importe quoi, par un groupe qui les a tenus et qui leur a donné un ancrage, un sentiment d'appartenance et de la force pour vivre avec les autres sans se laisser prendre, happer par la spirale de la violence, ce qui est quand même porteur d'espoir. On termine sur cette note-là. Une espérance pour l'avenir de ce pays, vous qui le connaissez bien. Beaucoup de richesse aussi, une vitalité de ces Brésiliens. Vous voyez des choses positives émerger ? Moi, je vois une chose très positive, c'est que, d'abord, il faut voir qu'un moment difficile, un moment de contraction n'est pas la fin de l'histoire, c'est un moment de contraction dans une histoire longue. Donc moi, je vois des partenaires du CCD qui se mettent déjà... D'abord, ils se sont mobilisés, ils se sont réunis, ils se sont soudés. Les sociétés civiles se rallient et surtout se disent, il faut prendre du recul, il faut prendre de la hauteur, regarder les choses dans l'histoire un peu plus longue pour se dire quelles sont les prochaines étapes. Et les prochaines étapes seront des étapes de... continuité dans la volonté de construire un Brésil équilibré, juste et qui tienne compte aussi des problèmes écologiques, en plus des problèmes économiques et sociaux, écologiques, énergétiques. Donc de gros défis, beaucoup d'opportunités et une société pleine d'atouts et de potentiel qui continuera de l'avant, c'est clair. Nous y croyons dur comme fer. Merci beaucoup Yvonne Belaunde d'être venue nous apporter vos décryptages sur ce Brésil en mouvance, en crise, mais qui évolue. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site, nos réseaux sociaux. Très bonne soirée à tous. Au revoir.